Bonsoir à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents ce soir pour cette conférence intitulée Décrypte-moi l'Europe. Voilà, une nouvelle série de conférences lancée par l'Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée. Voilà, on est parti un petit peu du postulat en fait que le paysage institutionnel, on va dire, de l'Union européenne était un petit peu flou. Voilà, souvent décrit comme flou par les citoyens européens et qu'il fallait mettre un petit coup d'éclairage dessus. Voilà, essayer de le rendre beaucoup plus accessible. Hop, je vois qu'une autre personne se connecte. Je l'accepte. Donc voilà, que le paysage institutionnel était un petit peu flou, et voilà, et il fallait donner des éclaircissements dessus. Donc, je vais présenter mon organisation, donc l'Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée. Voilà, donc c'est un membre du réseau Europe Direct qui fait lui-même partie d'un membre qui est lui-même partie du réseau Europe Direct européen. Voilà, c'est un réseau qui est géré par la représentation de la Commission européenne en France. Et notre rôle, en fait, c'est un petit peu d'aiguiller, de conseiller, d'informer voilà, le grand public sur l'Union européenne, d'essayer de créer du lien entre les citoyens et l'Union européenne. Voilà, notre service, il est gratuit, il est accessible à tous. Voilà, on s'efforce de vous conseiller, de répondre à vos questions lorsque, lorsqu'elles se présentent. Hop, je vois que voilà, des personnes arrivent à connecter leur caméra, c'est très bien. Donc, bonsoir à ceux qui arrivent à allumer les caméras. Je tiens encore à préciser, je l'ai précisé auparavant, mais Monsieur Ullmann, voilà, notre membre du Comité européen des régions a un petit problème technique au niveau des caméras. Donc voilà, on aura seulement le PowerPoint et je m'en excuse. Mais voilà, après moult et moult réunions en ligne, il y a toujours des aléas techniques. Euh, voilà, ben, en introduisant Monsieur Holman et le Comité européen des régions, je tenais à vous remercier d'ores et déjà de votre présence et de tous les éléments que vous allez nous apporter. Je vais vous laisser vous présenter et commencer votre conférence. Voilà. Cher Monsieur Palomo, grand merci et je suis désolé que les caméras ne marchent pas. Euh, c'est un mauvais signe si on veut mettre la lumière sur l'Europe et l'Europe reste dans l'ombre, mais j'espère que mon PowerPoint est bien visible, vous permettant de suivre un peu mon discours et de mettre un peu de lumière sur le Comité européen des régions. Peut-être quelques mots sur mon personnage. Moi, je m'appelle Klaus Solman. Je suis allemand d'origine, mais ça fait déjà 27 ans que je suis à Bruxelles. Et voilà, j'ai jamais voulu devenir fonctionnaire, j'ai jamais eu ça en tête, mais j'étais un des premiers étudiants Erasme qui a fait un programme d'Erasme initialement prévu avec Lille. Et puis, mon professeur a dit non, on va changer le programme, on va vous envoyer à Louvain-la-Neuve. Je dis Louvain-la-Neuve, je ne connais pas très bien, mais on m'a dit, rassure-toi, il y a une très bonne faculté de droit à Louvain-la-Neuve et en Belgique, il y a de très bons chocolats. Et je ne sais pas lesquels des deux arguments m'a convaincu, mais en tout cas, je n'ai jamais regretté d'aller en Belgique, où j'ai fait un diplôme en droit international et droit européen. Suite à ça, j'ai commencé ma carrière universitaire. J'étais en matière de recherche en ce qui concerne le droit d'asile. Et puis, j'ai fait un stage au sein de la Commission européenne. J'étais expert en matière du vocabulaire en droit d'asile. J'ai eu un contrat et puis j'ai suivi la carrière au Parlement. Et après, en 2004, j'ai fait le change vers le Comité européen des régions. Et la plupart parmi vous, mesdames, messieurs, va probablement dire Comité européen des régions, qu'est-ce que c'est? Parce que si on ouvre un journal, on parle toujours du Conseil, on parle du Parlement européen, on parle de la Commission, mais on parle rarement de nous, du Comité européen des régions. Et on a tort, parce que ce comité a joué un rôle et joue un rôle au sein des communes, des régions de l'Europe et a un rôle à prendre en ce qui concerne les fonds structurels, un rôle à prendre en ce qui concerne le changement climatique, un rôle à prendre ce qui concerne d'être proche des citoyens. Mon PowerPoint devrait maintenant démarrer.
Ah, voilà. Voilà, ça c'est la vue que vous pouvez avoir étant donné que vous êtes dans notre bâtiment. Au 5e étage, nous avons les salles de conférence et vous avez une belle vue sur Bruxelles. Là, vous voyez le Conseil européen. Si Madame Merkel et M. Macron se trouvent à Bruxelles, ils se donnent le rendez-vous dans le Conseil européen où on représente l'intérêt des États membres. Vous voyez ici le Résidence Palace en premier plan. C'était à l'époque un bâtiment avec des appartements très modernes. Il y avait eu des appartements de luxe avec un petit ascenseur qui a fait monter un repas de la cuisine centrale. Il y avait eu un théâtre, il y avait eu une piscine, il y avait eu un propre accès à la gare de Schumann pour que les gens de ce building n'étaient pas obligés de partager l'espace avec la population. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'était très cher et ainsi ils ont fait faillite. Et suite à ça, en Deuxième Guerre mondiale, c'était utilisé par les nazis. Et après, on a eu des organisations internationales comme le Croix-Rouge ou le Centre de la presse. Et maintenant, une partie du bâtiment fait partie du conseil. Et là, vous voyez le Lex Building. Là, vous avez des interprètes et traducteurs et des experts de droit. Parce que chaque fois qu'on prépare un texte légal pour le conseil, il faut faire ça en 24 langues différentes. Et initialement, on a eu toujours une version de leader, normalement anglais ou français, et les autres traductions ont suivi. C'était malheureusement souvent l'origine des petites erreurs, comme par exemple dans le traité d'Amsterdam, on a mis dans tous les textes les îles, en raison de leur situation géographique, peuvent avoir un accès facile aux fonds structurels, aux aides financières. Et dans la version italienne, on a fait une petite erreur. On n'a pas dit les îles pourraient avoir, mais les îles peuvent avoir un accès particulière pour les fonds structurels. Et là, évidemment, nos amis britanniques ont dit, nous sommes une île, on veut avoir un accès privilégié. Et donc, là, on a changé le système. Maintenant, les traductions doivent se faire en parallèle. Puis, vous voyez encore un autre bâtiment, le Charlemagne, et ça, c'est le siège de la Commission européenne qui, contrairement au Conseil, veille sur l'intérêt général de l'Europe. Vous voyez ici une petite chapelle devant nous, c'est l'église de Van Maaland. C'était un couvent à l'époque et le bâtiment était dans un mauvais état, donc les sœurs ont quitté le bâtiment. On l'a reconstruit, on a fait ce qu'on appelle la bruxellisation, on a gardé les murs et derrière les murs, il y a maintenant une nouvelle vie. Il y a le service de l'interprétation, le SKIC de la commission et la librairie centrale. Si vous continuez le long du couloir, vous voyez de l'autre côté le Parlement européen. Et dans le Parlement européen, vous avez 705 parlementaires qui reflètent l'intérêt des citoyens, raison pour laquelle tous les 5 ans, il y a des élections vous permettre de choisir les membres pour le Parlement européen. Et puis, sans oublier, juste à côté de nous, il y a un petit château qu'on appelle avec une certaine affection Neuschwanstein, comme le château en Bavière. Et ça, c'est la représentation de la Bavière. Mais la Bavière n'est pas seule. Il y a plus que 300 bureaux défendant un intérêt local ou régional ici à Bruxelles. Et là, vous allez me poser la question, si nous avons la Commission européenne qui reflète un intérêt général de l'Europe, si on a un Parlement européen qui défend l'intérêt des citoyens et de l'autre côté, vous avez le Conseil qui défend l'intérêt des États membres, pourquoi, par l'amour de Dieu, est-ce qu'on a créé avec la traité sur l'Union européenne, la traité de Maastricht, un comité européen des régions? Pourquoi est-ce qu'on a créé un organe avec 500 administrateurs et assistants? Pourquoi est-ce qu'il y a dans cet organe 329 politiciens de niveau local et régional? Quel est le sens? Quelle est la valeur ajoutée? Surtout, si on garde en tête que nous avons à peu près 50 000 de fonctionnaires à Bruxelles. La plupart à la Commission européenne, mais comme vous voyez, au Conseil et au Parlement, il y a aussi un nombre assez respectable.
Mais pour vrai vous dire, 50 000 n'est pas beaucoup. Juste pour vous donner en termes de chiffres, déjà les effectifs de la préfecture de police à Paris sont à 42 000 de personnes, plus que 42 000 de personnes. Vous allez me dire, bon, c'est une comparaison entre pommes et poires, et là, je donne d'une certaine manière raison, mais si il faut se tenir compte que ces 50 000 de fonctionnaires travaillent pour toute l'Union européenne avec 440 000 de citoyens, millions de citoyens, alors là, l'administration est relativement petite. Mais néanmoins, pour ce comité, il y a 329 politiciens du niveau local et régional et il y a une administration d'à peu près 500 personnes. Et alors, si vous me posez la question de la valeur ajoutée, vous trouverez ici une première réponse. On est l'organe le plus proche des communes et des régions, des villes, des départements. Et on a par exemple, en période de Covid, créé une plateforme qui permet un échange des bonnes pratiques des villes et des régions en cette phase difficile. Par exemple, on a affiché un exemple de la collaboration entre les régions allemandes et françaises en période de Covid. On a fait un échange des hôpitaux et des places, des lits dans les hôpitaux qui sont encore libres, et on a réussi à sauver la ville de pas mal de personnes en permettant le transfert des hôpitaux français vers les hôpitaux allemands lors de la période où il y avait encore de la place dans les hôpitaux allemands. Ou il y a aussi une autre raison qui met en évidence pourquoi c'est important d'avoir une voix pour les communes de région. L'Europe est importante pour les communes-régions et aussi pour les provinces Alpes-Côte d'Azur. Regardez ce qu'il y avait eu ces dernières années dans la période de 2013 à 2020 comme subsides, comme fonds de cohésion qui ont été versés. Par exemple, pour le programme Maritimo, un programme qui a permis de connecter les différents ports et les différentes petites entreprises, il y avait un soutien de plus que 6 millions d'euros. Ou regardez par exemple qu'il y avait un accord avec la Banque d'investissement de l'Union européenne qui a mis à disposition 250 millions d'euros pour la modernisation des écoles secondaires. Donc, tout ça, ça met en évidence que l'argent européen et la collaboration au niveau européen est importante au niveau local et régional. Et voilà, c'est pour ça que ce comité européen a été créé avec le traité sur l'Union européenne au début des années 90, comme on dit en bon belge, ou aux années 90, comme on dit en bon français. Et là, vous voyez notre première session plénière qui s'est tenue en 1994. Vous voyez un représentant ou une représentante de la France, c'était Madame du Grand-Rue, qui à l'époque a reflété les intérêts de la région de Picardie. Et peut-être vous connaissez cette salle déjà. Ça, c'est pas dans notre bâtiment, ça, c'est la salle du Parlement européen, la salle plénière du Parlement européen. Et vous allez me dire, bon, on a vu le bâtiment du Comité européen des régions, qui est assez grand, assez généreux. Pourquoi est-ce que les 329 membres se rendent dans la salle plénière du Parlement européen? La réponse est simple, notre bâtiment n'offre pas suffisamment d'espace. Et peut-être là, vous allez me poser une deuxième question. Si notre bâtiment est trop petit, pourquoi est-ce qu'on a déménagé dans ce bâtiment-là? Et la réponse est pas tout à fait volontairement. Il faut savoir que ce bâtiment, le Jacques Delors, où se trouve actuellement le Comité européen des régions, était à l'époque un bâtiment du Parlement européen, que le Parlement a quitté en 1997. Et là, le Parlement était dans la situation un peu épineuse. Ils ont eu le nouveau bâtiment et ils ont dû payer encore les frais pour l'ancien bâtiment, le Jacques Delors, parce que la plupart des bâtiments appartiennent à la région bruxelloise ou aux banques comme la ING ou la KBC Bank. Et alors, évidemment, le Parlement ne voulait pas continuer à payer cette somme-là. Ils ont cherché quelqu'un qui rentre dans le Jacques Delors et qui prend en charge les frais de location. Et là, on a demandé, le Comité européen des régions, est-ce que vous n'avez pas envie de rentrer dans ce bâtiment? Et nous avons dit non, non merci, on ne veut pas.
Et le Parlement dit, bon, d'accord, mais juste pour vous rappeler de la situation budgétaire. C'est la Commission européenne qui propose dans un intérêt commun le budget, aussi le budget du Comité européen des régions, et c'est le Parlement et le Conseil qui en décident. Et il se peut que le Parlement européen va voter pour un léger déclin de votre budget si vous n'avez pas envie de rentrer dans ce bâtiment Jacques Delors. Et là, nous avons dit, on adore ce bâtiment Jacques Delors déjà. On ne peut pas s'imaginer d'être ailleurs, mais on a bien négocié. On a réussi d'avoir une rénovation du bâtiment et pour les sessions plénières, on a généralement le droit d'aller dans le bâtiment du Parlement européen ou dans le Charlemagne de la Commission européenne. Et il y a encore une autre raison qui explique pourquoi on se rend dans ce bâtiment du Parlement. Et ça, vous voyez en arrière-plan, ce sont les cabines d'interprétation. Il n'y a pas beaucoup de salles à Bruxelles permettant l'interprétation dans 24 langues. Parce que 24 langues, c'est notre niveau actuel des langues officielles. Et chacun de nos membres, Madame Dugrand-Rue ou n'importe quel autre membre, a le droit de s'exprimer lors de la session plénière dans la langue officielle de son pays. Et alors, vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas une chose facile, avoir une interprétation dans les 24 langues. C'est pour ça qu'on a inventé un système d'interprétation par élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend généralement une langue qui va prendre le rôle d'une langue de pivot. Donc, on fait d'abord l'interprétation vers cette langue de pivot et puis, à part de cette langue, on continue vers les autres. Bon, juste pour vous donner un exemple, si Madame Dugrand-Rue s'exprime en français, on fait l'interprétation vers l'anglais, qui nous sert comme langue de pivot, et puis, à partir de l'anglais, on continue vers le danois, vers le suédois, vers le grec, etc., etc. Ça marche assez bien, ça prend juste un peu plus de temps. Et on s'est rendu compte une fois qu'un de nos membres de la Finlande, Madame Hautanainen, a fait une blague. Ça n'arrive pas très souvent. Les Finnois, souvent, ne font pas beaucoup de blagues, mais dans ce cas-là, tous les Finnois se sont pliés de rire. Puis il y avait le silence. Puis on commençait à rire tous les anglophones qui avaient eu la première interprétation, puis de nouveau silence. Puis on commençait à rire les Grecs, puis les Danois, puis les Suédois, au fur et à mesure que l'interprétation a été faite. Et vous voyez, on peut travailler ensemble, unifiés dans la diversité. Alors on travaille sur quoi? Le Comité européen, en effet, travaille sur 3 piliers. D'abord, sur la législation. Nos 329 membres sont les représentants d'1 million des politiciens au niveau local et régional. Et pourquoi? Parce qu'à peu près 70% du droit communautaire a une importance au niveau local et régional. Donc, nos membres sont là afin de donner une voix dans l'intérêt des communes, des régions. Deuxième élément, on est là pour rapprocher l'Europe de ses citoyens. On est là pour favoriser une culture de subsidiarité et on indique où il vaut mieux de donner le pouvoir aux communes et régions, où ils sont mieux placés à décider que le gouvernement national ou que les institutions communautaires telles que la Commission, le Conseil ou le Parlement. Et puis, à part de la subsidiarité et la législation, le troisième élément, c'est que nous sommes un lieu de rencontre. On permet un échange des idées, on permet d'avoir un dialogue, on permet de se rencontrer avec les institutions européennes dans le but de faire entendre la voix des communes, des régions. Permettez-moi de vous donner quelques exemples en ce qui concerne notre travail en matière de législation, en matière de subsidiarité et en matière d'être une plateforme d'échange. Et puis, après, je vais vous dire quelques mots sur notre structure et puis je suis ouvert à vos questions. Alors, si on jette un œil sur la législation, vous voyez ici le schéma classique, comment on fait les décisions en Europe. C'est la procédure ordinaire, c'est la procédure de codécision telle qu'elle a été introduite avec le traité sur l'Union européenne. C'est la Commission européenne
qui fait une proposition sur laquelle le Parlement et le Conseil de l'Union doivent décider. Le Parlement gardant en tête l'intérêt des citoyens, le Conseil gardant en tête l'intérêt des États membres. Et puis, vous voyez deux organes de consultation, le Comité européen des régions et le Comité économique et social européen. Dans le dernier, vous avez 329 représentants de la société civile, vous avez des NGO, vous avez des représentants de l'union syndicale, des employeurs, des agriculteurs, etc. En revanche, chez nous, il y a 329 représentants du niveau local régional. Donc des maires, des représentants des départements, des Stadtverordnete, des présidents, etc. Tout ce qu'il existe au niveau de la politique locale et régionale. Et eux, ils envoient au chapitre dans tous ces éléments, dans tous ces sujets que vous pouvez voir ici. La politique de la cohésion, l'emploi, la politique sociale, l'environnement, on pourrait dire que ça fait à peu près 70% de la législation européenne qui concerne tous ces domaines ici. Peut-être vous allez me poser une question. Peut-être vous allez me dire, si M. Ullmann n'arrête pas de souligner que ce comité est tellement important, pourquoi est-ce que ce comité n'est qu'un organe consultatif? Pourquoi est-ce que ce comité ne se trouve pas au même niveau que le Parlement et le Conseil? Et la réponse est simple. Lors de la création du comité, avec le traité de Maastricht, tous les États membres étaient d'accord d'avoir un organe qui s'appelle Comité européen des régions. Mais au moment où il a fallu décider combien de pouvoir, combien d'influence on va accorder à ce comité, alors là, le dispute a commencé. Il y avait eu quelques pays qui étaient en faveur d'avoir un comité européen des régions très fort, avec un pouvoir législatif. C'était notamment les États membres avec une structure fédérale, telle que la Belgique ou l'Allemagne. Et puis de l'autre côté, il y avait des États avec une structure centralisée, telle que la France, qui étaient plutôt contre et qui ont dit on ne voit aucune raison pourquoi donner à nos communes et nos régions plus de pouvoir donc qu'ils ont chez nous. Et alors là, il y avait eu la discussion et finalement, on a trouvé un compromis. On a trouvé un compromis en disant, voilà, ce comité européen des régions est un organe consultatif, mais avec le droit d'être entendu dans tous ces domaines. La consultation est obligatoire et si on ne respecte pas, si on ne donne pas une voix au comité européen des régions, le comité peut s'adresser à la Cour de justice au Luxembourg pour demander le droit d'être entendu. La même chose pour les questions de subsidiarité et ainsi, nous avons un rôle à jouer qui se distingue des bureaux régionaux, parce que les bureaux régionaux n'ont pas un tel droit. Et d'ailleurs, le comité européen reflète un intérêt général pour toutes les communes et toutes les régions. En revanche, un bureau comme Île-de-France ou le bureau de la Bavière n'a évidemment qu'en tête les propres intérêts pour ses villes et sa propre région. Donc voilà, ce comité a le droit d'être entendu. Un compromis n'est pas si mal et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le compromis permet de vivre avec. On peut dire un verre est à moitié vide ou c'est à moitié plein. Et moi, je dis c'est moitié plein parce que tout récemment, j'ai trouvé un livre d'histoire de ma grand-mère dans lequel c'était dit la France est notre ennemi pour toujours. Et regardez maintenant comment les relations entre la France et l'Allemagne et tous les États se sont développées. Et gardez en tête que depuis la création de l'Union européenne, de la communauté, en effet, il n'y avait plus de guerre entre les États membres. Grâce au compromis, on a créé la stabilité. Et chaque fois quand je parle avec des représentants d'un autre État au-delà des frontières de l'Union européenne, il regarde avec une certaine jalousie sur cette Europe qui a créé la stabilité et la richesse et pas mal de régions en dehors de l'Union européenne sont loin de cette stabilité. Donc, le compromis nous permet de vivre ensemble. Comment est-ce qu'on vit ensemble? Nous avons une structure très proche de la structure du Parlement européen. Nous avons 6 groupes politiques au sein du Comité européen des régions.
centre-droite et centre-gauche, la PPE, la Partie populaire européenne, et la Partie socialiste européenne. Puis on a les Verts, les Greens. On a l'Alliance européenne, ce qui est un rassemblement de groupes politiques ayant un intérêt dans les régions. Par exemple, nous avons des représentants du Scottish National Party au sein de l'Alliance européenne, ou on avait plutôt, où on a des représentants du mouvement de l'indépendance de la Catalogne, donc les régions qui sont généralement pro-européennes, mais avec une approche différente. On a le Renew Europe, ce sont les libéraux, et finalement le dernier groupe, les conservateurs réformateurs européens, qui sont un peu plus à droite que la PPE. On a 27 délégations nationales, parce que nous avons 27 États membres, et on a, comme ça existe au Parlement européen, des délégations, des commissions pour les différents domaines, comme par exemple NAT, ça reflète les ressources naturelles. Donc, par exemple, les questions en lien avec la qualité de l'eau sont traitées là-bas. Ou ENV, ce qui veut dire environnement, toutes les questions qui tournent autour de l'environnement sont traitées là-bas. Vous allez me dire, est-ce qu'on laisse les traces? Et la réponse est oui, on laisse les traces. Par exemple, le membre de votre région, Madame Agnès Rampal, qui était dans le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était un membre du CDR, du parti politique européen, de la PPE. Elle a fait une proposition qui a suscité des débats assez vifs pour introduire un label pour les produits alimentaires du régime méditerranéen. C'est-à-dire qu'on protège une certaine façon de régime qui permet de respecter les conditions climatiques, les ressources naturelles, qui est attentif à la santé et qui donne une rémunération adéquate aux agriculteurs. Donc, c'est une proposition très intéressante qui est actuellement discutée au sein de la Commission européenne. Ou prenez un autre exemple qui met en relief que c'est important de suivre un peu les idées du Comité européen des régions. La Commission a fait une proposition dans le cadre de Green Deal qui s'appelle From Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Et alors, on a proposé de réduire l'usage des pesticides, les engrais chimiques. On a voulu renforcer l'agriculture biologique et on a voulu aussi que le transport soit moins important pour que les animaux ne souffrent pas trop et pour que la production se fait proche des citoyens. Vous allez me dire quel est le rôle que le Comité européen peut jouer dans ce programme-là. La réponse se trouve dans la dernière phrase. Le pouvoir d'achat au niveau des communes et des régions en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne les restaurants, les cantines, ça fait 14% du PIB de l'Union européenne. Donc, c'est quand même une somme importante. Et si, au niveau local et régional, on s'aligne à ce programme de la ferme à la fourchette, ça marque une différence, ça fait une différence. Et c'est pour ça que c'est intéressant de nous suivre. Et le voilà, on est proche des citoyens, on a des idées aussi, par exemple, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. On a vu une forme de terrorisme ces dernières années où les terroristes ont utilisé les camions. C'était à Nice, c'était à Londres, c'était à d'autres villes que les terroristes se sont servis d'un véhicule pour s'aimer la terreur parmi la population. On a regardé évidemment qu'est-ce que nos amis américains ont fait et aux États-Unis, par exemple à New York, on a mis les grands blocs de béton autour des places importantes. Et c'est pas très joli et ça coûte une fortune, 41 millions d'euros. Et alors, on a voulu savoir des représentants du Comité européen des régions, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Et là, la région Bruxelles a fait une proposition assez intéressante. Ici, à Bruxelles, on utilise les ralentisseurs dans certaines zones. Pas seulement pour protéger certaines places, mais aussi pour lutter, par exemple, les délinquances de drogue. Juste pour vous donner un exemple, moi j'habite dans le quartier de Forêt, ici à Bruxelles. J'avais eu des délinquants de drogue juste à côté de ma porte. Et alors, eux, ils ont fourni les drogues avec l'aide d'une moto.
Ils ont encaissé l'argent, ils sont partis à travers la rue Mérode avec une vitesse de 80 km par heure, impossible pour la police de le suivre. Et là, on a changé l'infrastructure du quartier. On a créé ces bumpers, ces ralentisseurs. On a créé des ronds-points pour faire le trafic d'être plus lent qu'auparavant. Et je vous assure, si vous êtes un drug dealer avec votre moto et vous engagez un de ces ralentisseurs avec 80 km par heure, la chanson I Believe I Can Fly aura une importance complètement différente. Ça, on ne fait qu'une seule fois. Et vous voyez, un simple changement de l'infrastructure peut déjà changer un monde. En tout cas, dans mon quartier, on ne voit plus les dealers venant en moto. Ça, c'est une histoire du passé. Mesdames, Messieurs, je passe à l'autre élément, la subsidiarité. Et comme vous savez, nous avons une conférence sur l'avenir de l'Europe. On demande la participation active des citoyens à travers des dialogues. Et là, le Comité européen joue un rôle. Nous avons 18 membres du CDR qui font partie dans le bureau exécutif, les sessions plénières. Et pour la France, il y a M. De Coster, qui est maire de la ville de Saint-Omer, membre du conseil régional de la région Hauts-de-France, et il est le chef du groupe de Renew Europe au sein du Comité européen des régions. Alors, à travers des sessions plénières et à travers de nos groupes politiques, on essaie d'avoir une communication avec les citoyens. On organise dans les différents pays en coopération avec les institutions de l'Union européenne et d'autres, les dialogues pour les citoyens. On fait la communication en ligne et évidemment, on fait des événements et des panels avec des citoyens de très haut niveau. Et en printemps suivant, il y aura le sommet des villes et des régions qui se tient le 3 et 4 mars à Marseille. C'est notre 9e sommet où on va donner un visage aux intérêts des communes, des régions. Si vous êtes intéressé et faire partie de ce projet-là, vous pouvez contribuer en allant sur le site web de la Commission européenne, en cliquant sur le lien que je vous ai mis là, vous allez vous pouvoir enregistrer avec votre événement sur le site web et vous pouvez avoir un échange avec d'autres pour un meilleur avenir de l'Union européenne et éventuellement un changement des traités. Mais au-delà de subsidiarité, il y a aussi d'autres exemples où le Comité européen est engagé. Par exemple, il y a un projet légal que nous avons, pour lequel nous avons fait des contributions ensemble avec la Commission européenne, et ça s'appelle Groupement européen de la coopération territoriale. N'ayez pas peur, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, juste vous dire en quelques mots ce qu'on peut faire avec ces GECT. C'est très simple. On peut avoir une collaboration au-delà des frontières. On peut avoir son propre corps administratif. On peut avoir son propre budget. On peut avoir le soutien de l'Union européenne pour faire des choses fantastiques. Comme par exemple, la France et l'Espagne ont fait une collaboration de ce genre-là et ils ont créé un hôpital de Cerdanya dans les Pyrénées où il n'y a qu'à peu près 60 000 habitants. Et c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc ça ne fait pas beaucoup de sens d'avoir un hôpital du côté français et du côté espagnol. Donc, on a mis les efforts ensemble, on a créé un centre dans l'intérêt commun avec un régime d'assurance commun pour permettre aux 60 000 habitants de la région d'avoir un soutien médical. On peut faire des choses fantastiques, par exemple ici, entre la région Douro et Douro en Portugal et en Espagne. Là, vous avez beaucoup de communes qui ont moins de 500 citoyens. Et alors, vous pouvez vous imaginer, si vous êtes dans un village avec 200 habitants, avec un maire, et on veut avoir les lampadaires, on veut avoir une vie moderne, c'est très difficile pour ce maire de suivre des règles d'achat public. Donc là, il fait sens de mettre le savoir-faire, le know-how et l'argent ensemble, et alors acheter les lampadaires ensemble et la lumière fut avec beaucoup moins de difficultés et pour un budget beaucoup plus intéressant que si chaque commune aurait fait sa démarche tout seul. On peut faire aussi des choses un peu folles.
Là, vous avez par exemple une espèce de chèvre domestique dans la région qui a quasiment disparu. Et là, on a dit, on va profiter de notre coopération, on va mettre les dernières chèvres ensemble, on va les multiplier et on va s'en servir pour lutter contre le feu, pour lutter contre les incendies. Ne le prenez pas mal, ce ne sont pas les chèvres qui se jettent sur les flammes, mais les chèvres réduisent la macchia, réduisent le sous-bois, et donc il y a moins de nourriture pour les flammes en été quand le macchia est à sec. Voilà, si vous voulez, ces chèvres sont une espèce de pompiers préventifs qui font de sorte que les flammes sont moins dangereuses parce que les incendies ont moins de nourriture. Voilà, ça c'est un exemple où le Comité européen a ensemble avec la Commission européenne créé et renforcé le cadre légal et ça dépend aux communes, régions de se s'en servir et de prendre le pouvoir en main. Laissez-moi vous donner quelques exemples de notre troisième activité, là où le Comité européen est un lieu de rencontre. Et alors, il y a très peu de temps, nous avons organisé notre semaine européenne des régions et des communes. On a fait un événement online qui était divisé en un grand nombre des événements, des débats qui tournent autour du sujet comme la politique de cohésion, le Green Deal, la participation active des citoyens. Et finalement, on a eu 16 000 participants cette année, on a eu 970 conférenciers, 291 modérateurs, et alors il y a aussi un grand nombre de membres des CDR qui ont participé à cet événement. Cette semaine des communes des régions est le plus grand événement à l'échelle mondiale dans l'intérêt des communes et des régions. Voilà aussi un autre exemple où le travail ensemble fait du sens. Nous avons créé au sein du Comité européen des régions un groupe qui collabore avec nos amis anglais parce que le Brexit ne met pas fin à la coopération. C'est tout à fait le contraire parce qu'il y a encore tellement de questions qui sont ouvertes, notamment la France le sait bien que la pêche est un sujet épineux qu'il faut traiter, mais aussi l'éducation, la recherche, le transport et le tourisme. Et alors, ce groupe essaie de collaborer avec nos amis anglais afin de faire des propositions pour atténuer la gravité de la situation et pour rendre, malgré le Brexit, la collaboration possible. D'être une plateforme, ça peut servir de différents intérêts. Par exemple, pour protéger l'environnement, on a créé une plateforme pour Natura 2000, ce qui est un grand projet dans le but de gérer ensemble les réserves naturelles, notamment dans l'intérêt des oiseaux migrateurs, pour coordonner des tâches communes, pour un échange des expériences et pour communiquer des bons plans de gestion. Comment est-ce qu'on crée un network, un réseau des réserves pour protéger, par exemple, les oiseaux migrateurs. Et moi, je suis un ornithologue passionné. Et une fois, j'ai eu un groupe des dames d'un certain âge et j'étais devant eux et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux leur rendre ce projet intéressant? Et alors, puisque j'ai un arrière-plan de droit, j'ai travaillé aussi longtemps en matière du droit et criminologie, je voulais faire une blague. Et normalement, quand les Westphaliens font une blague, ça ne va pas très bien. Alors, à ce groupe de dames, j'ai dit, le voilà, il y a une plante qui peut vous intéresser, qui est aussi protégée dans le cadre de Natura 2000, c'est la morelle douce amère. Et j'ai dit devant ce groupe de dames âgées entre 70 et quelques, cette morelle de douce amère produit un alcaloïde très très fort. Si vous donnez ça à votre mari régulièrement, en petite dose, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour vous divorcer. Et moi, j'ai attendu au moins un peu de sympathie, mais c'était tout à fait le contraire. Il y avait une silence glacial. Et après, j'ai demandé à une de ces dames, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Elle m'a dit, oui, nous sommes les sœurs du couvent de Jésus-Christ et on n'a pas tellement apprécié votre blague. Donc, il faut toujours s'informer sur le public devant lequel on parle et devant lequel on fait tel exemple. J'espère que cette fois-ci, je n'ai pas fait trop mal, mais juste pour vous dire, nous sommes très diversifiés en ce qui concerne le sujet et les activités. Mesdames, Messieurs, je vous ai parlé un peu de notre travail en matière de législation,
en matière de la subsidiarité, en matière d'être une plateforme d'échange. Je ne vous ai pas encore expliqué comment nos 329 membres sont sélectionnés. Et vous allez me dire, voilà, si nous avons un comité européen des régions, il y a certainement une formule comment définir une région. Et la réponse est non. Il y a 1000 façons comment définir une région. Par exemple, ici, vous avez une carte qui montre le développement des régions de vin à partir de 2050 si le changement climatique continue comme ça. Et vous voyez que les pays de vin classiques comme l'Italie, la France ou l'Espagne vont avoir, avec le réchauffement, de plus en plus de problèmes et que la production du vin va plutôt vers le nord. Euh, avoir du vin de l'Angleterre ou même du champagne de l'Angleterre, plutôt un vin mousseux, c'est une idée qui est un peu effrayante de notre point de vue, mais vous voyez, ça c'est une façon de voir une région. Mais à part de ça, il y a aussi des régions industrielles, il y a aussi une région administrative, une région culturelle et beaucoup de plus. Alors, puisque c'est ainsi, il n'y a pas tellement de droit européen derrière la sélection des membres. Il y a juste un cadre qui dit, le voilà, pour les membres du comité, il y a un plafond à 350, mais actuellement, nous avons 329 membres. Pourquoi? Parce que chaque État membre a un droit de sélectionner un certain nombre de représentants pour le CDR, pour le Comité européen des régions. Donc, un État aussi grand que la France, l'Allemagne ou l'Italie a le droit de sélectionner 24 membres et 24 suppléants. Et un État tellement petit comme le Malte, avec à peu près 400 000 habitants, n'a que le droit de sélectionner 5 membres et 5 suppléants. Alors, ça doit être des élus du niveau local et régional qui sont proposés à la base du droit national. Donc, le droit français, le droit allemand, le droit danois, etc., etc. Ils sont proposés, mais officiellement nommés par le Conseil. Ils ont un mandat de 5 ans qui est renouvelable. Et alors, chaque année, il y a 6 sessions plénières et à peu près une adaptation de 60 avis. Voilà, Madame Agnès Rampal, que je vous ai déjà montré tout au début, de la Parti populaire européenne, European People's Party. Elle a été membre du Comité européen des régions dans le cadre de leur groupe du PPE. Mais, comme vous savez peut-être, elle a démissionné du Conseil régional parce qu'elle n'a pas reçu la position de vice-présidence qu'elle estime à mériter. Et donc, elle a claqué les portes. Et voilà, on arrive à quelque chose de très intéressant. Si un membre a perdu son mandat au niveau local ou régional, si quelqu'un n'est plus maire ou n'est plus représentant au sein du Conseil régional, il perd en même temps son rôle au sein du Comité européen des régions. En effet, on n'a que le droit de rester au sein du Comité européen des régions si on a un rôle actif dans la politique locale et régionale. Mais ça explique pourquoi nous avons des suppléants. Parce que si un membre a perdu des élections et en même temps son siège, il perd en même temps son rôle ici dans la maison et c'est le suppléant qui va intervenir jusqu'à ce qu'un nouveau membre a été sélectionné. Bon, chez nous, ça se passe d'une manière très tranquille, d'une manière très agréable. Aux États-Unis, c'était moins douce et moins agréable. Bon, mesdames, messieurs, je vous épargne du reste, mais un tel spectacle, on ne va jamais voir au sein du Comité européen des régions. Chez nous, il y a le système des membres et des suppléants, et les suppléants vont prendre la place jusqu'à ce que, grâce à la procédure nationale, un nouveau membre a été nommé et finalement décidé par le Conseil. Comment est-ce que ça marche pour la France? Pour la France, il n'y a aucune loi, mais une pratique permanente. Et cette pratique permanente donne un rôle à 3 grandes associations, Association des maires de France, Association des départements de France et Association des régions de France. Et pour les régions, on a le droit de sélectionner 12 membres et 12 suppléants. Pour les départements et les communes, chaque fois 6. Et alors là, il faut tenir en tête d'avoir, avec ces 24 membres et suppléants, sous un chapeau,
tout l'intérêt des régions et des communes de la France. Raison pour laquelle il faut toujours avoir des représentants du territoire d'outre-mer dans l'équipe de la délégation française. Voilà, nos membres sont organisés, comme on le sait, du Parlement européen dans les groupes politiques. Et vous voyez ici la répartition des 6 groupes dont j'ai déjà parlé. Peut-être encore un élément que je n'ai pas mentionné. Il y a ici en noir le groupe des non-inscrits. Ce sont ceux qui n'ont pas trouvé leur place au sein des 6 groupes politiques que j'ai cités et qui ne sont pas suffisamment forts pour établir leur propre faction. Parce qu'il faut avoir au moins 18 membres, 18 participants, donc 9 doivent être membres à part entière, et il faut venir de au moins 5 États membres différents pour créer une faction politique. Sinon, vous voyez que nous avons une autre similarité avec le Parlement européen. Il y a la Parti populaire européen en bleu et la Parti socialiste européen en rouge, qui sont, comme au Parlement européen, les 2 groupes les plus forts. Nous avons, comme ça existe au sein du Parlement européen, un président et un vice-président qui changent leur fonction après 2 ans et demi, donc au beau milieu du mandat. Actuellement, nous avons avec M. Tzitzikostas un représentant venant de la Grèce, du Parti populaire européen, et après 2 ans et demi, ça veut dire dans le mandat actuel, dans l'été prochain, M. Vasquez Alves Cordeiro, un Portugais socialiste, va devenir président et M. Tzitzikostas devient premier vice-président. Ça, au Parlement européen, c'est pareil. Là, nous avons juste un socialiste, M. Sassoli en tête, qui va être remplacé par un conservateur. Et nous avons, comme c'est le cas au sein du Parlement européen, les différents groupes politiques avec un chef en tête. Je vous ai déjà donné M. de Coster, qui est le président français d'origine pour le Renew Europe, donc les libéraux, et M. Rouillon, qui est président du groupe des socialistes au sein du Comité européen des régions. Et une autre similarité avec le Parlement européen, ce sont les commissions thématiques. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, chaque commission thématique reflète une certaine thématique. Par exemple, Madame Boudinou, qui vient du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, elle est la présidente de la commission de Cotter qui s'engage dans la cohésion territoriale et le budget européen. Donc, au sein du Parlement européen, vous avez une structure similaire, juste avec la différence que au sein du Parlement, il y a une vingtaine de commissions thématiques parce que leur domaine de travail est plus large et chez nous, il y a moins parce que le Comité européen ne traite que la politique locale et régionale. Donc, vous allez me poser la question, si notre structure et notre façon de travailler est tellement proche de la structure et du travail du Parlement européen, quelle est la différence? Quelle est la valeur ajoutée de ce comité? Et la réponse est simple. Nous sommes le plus proche des citoyens. Nous sommes le plus proche des communes, des régions. Et voyez la différence avec le Parlement. Les membres du Parlement européen font un bon travail, mais pour la plupart de l'année, ils sont à Bruxelles et à Strasbourg. Nos membres sont pour la plupart de l'année dans les engagements de la politique locale et régionale. Madame Boudinou est pour la plupart de l'année dans la Nouvelle-Aquitaine où elle a son rôle politique à jouer. Et elle ne vient qu'à Bruxelles pour les sessions plénières 6 fois par an, pour les commissions thématiques où elle s'engage et pour quelques réunions, disons à peu près une vingtaine de fois par an. Mais le reste de l'année, elle fait son travail dans les communes de la région, en France, comme les autres politiciens sont engagés dans la politique locale et régionale. Et deuxième élément, nos membres ne touchent pas, comme les membres du Parlement européen, un salaire. Un membre du Parlement européen a un job entier, un full-time job, pour lequel il touche un salaire. Nos membres ne touchent pas un salaire pour leur engagement au sein du Comité européen des régions. Ils ont juste droit à un remboursement des frais de voyage, ils ont droit à une allocation journalière
pour la période qu'ils sont à Bruxelles, parce qu'ils ont quand même des frais supplémentaires pour le voyage, pour l'hôtel et pour la nourriture. Voilà, pour ça, on touche une allocation, mais ils n'ont pas un salaire. Et ça souligne de nouveau le fait qu'un bon conseil ne coûte pas cher. Le comité est là pour préserver et pour lutter dans l'intérêt des communes et des régions. Et le voilà, ça c'est notre fonction. J'en pourrais parler encore pendant des heures et des heures, mais je sais qu'il est tard et je sais que je reste dans le noir, c'est juste le PowerPoint qui est là. Et susciter l'intérêt pour un organe tellement petit à Bruxelles, tellement loin de votre région, c'est à 7 heures le soir, peut-être pas facile. C'est pour ça que je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, le voilà, la parole est à vous. Un grand merci et voilà, je suis là s'il y a des questions. Merci beaucoup. Bon, eh bien, on va passer à la partie questions. Je vous remercie, Monsieur Oman, pour Merci. cette présentation. Là, c'était très, très intéressant. Merci pour votre intervention. Ouais, Merci pour votre intervention. Ouais. Allô? Oui, on vous entend, Monsieur OP. Je vous entends. Oui, on vous a entendu. Merci pour votre intervention. Alors, on vous entend, Monsieur OP. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais pour le coup, on va continuer sur les questions. Voilà. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois, Monsieur Ullmann. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas allumer votre micro, à écrire dans le chat. Il y a aucun problème, je me ferai voix de vos questions. Également, certains participants m'avaient déjà manifesté leur absence, mais ils m'avaient transmis des questions, donc je me ferai aussi porte-parole des absents. Donc voilà. Je vois qu'il y a une question déjà de Monsieur Biliato, voilà, sur est-ce qu'on va pouvoir vous faire Le passer le PowerPoint. diaporama. Voilà. Oui, sans Voilà. problème, vous en avez déjà. Et donc, vous êtes libre d'envoyer le PowerPoint aux autres participants, avec plaisir. Très bien. Bon, mais je ferai le relais et j'enverrai à tous les participants le PowerPoint, enfin en tout cas à ceux qui le demanderont. Je vais aussi, il y avait des questions dans le formulaire, il y avait une box pour mettre des questions de Monsieur De Cunière. Voilà, c'est le seul présent qui avait posé une question. Il y en a eu certaines, il y en a eu deux, il y en a eu quelques-unes. Et voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Monsieur De Cunière s'il a toujours sa question en tête, ou je peux me faire porte-parole aussi de votre question. Alors, qui est le suppléant de Madame Rampal? Pour l'instant, je ne sais pas vous dire parce que j'ai fait un check-up de la délégation française et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'instant, il n'y a pas de suppléant et pas de représentant. Ce qui en soi ne veut pas dire que c'est désavantage pour la région parce que, je vous rappelle, toute la délégation doit avoir en tête refléter l'intérêt pour toute la France et finalement pour toute l'Europe. Ça veut dire qu'il faut travailler ensemble dans un intérêt commun. Ça veut dire que les membres ne viennent pas ensemble en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut décider pour telle et telle région, pour la Bavière ou pour la Nouvelle-Aquitaine. Il faut toujours avoir en tête quel est l'intérêt en commun de toutes les régions et des communes. Par exemple, comment avoir un meilleur accès aux fonds de cohésion, comment avoir une meilleure protection de l'environnement, comment se servir au niveau local et régional des fonds structurels. Voilà, ça sont des intérêts en commun, mais on ne pense pas région par région, on pense dans un sens global. Ça veut dire, si pour l'instant, il n'y a pas de représentant pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce n'est pas grave parce que les autres représentants doivent tenir compte de l'intérêt global des régions et des communes de la France et sinon aussi du reste de l'Europe. D'ailleurs, ça aussi c'est intéressant à noter, contrairement à la politique nationale, la délégation française comme la délégation allemande, ils sont, même s'ils ont 24 membres et 24 suppléants, sont beaucoup trop petits pour faire le monde. Il faut créer des alliances, il faut aller au-delà des frontières pour avoir un intérêt en commun et pour s'engager pour un intérêt commun. Et ça rend les débats dans la maison
beaucoup plus agréable que dans la politique nationale, parce qu'il n'y a pas cet affrontement, il y a la volonté de créer quelque chose en commun. Et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt de travailler au-delà de la frontière linguistique, de la frontière politique et d'avoir ensemble une vision pour l'Europe. OK, je vois la deuxième question. Si une région n'est pas représentée dans les 12 membres régionaux, y a-t-il une obligation d'avoir un membre communal ou département de cette région manquante? Non. C'est la loi nationale qui donne la liberté à ces trois associations de faire leurs propositions. C'est le gouvernement français qui jette un regard là-dessus et qui essaie d'équilibrer au cas où il y a une absence de représentation de l'intérêt. Donc, c'est le gouvernement français qui sait rectifier la sélection au cas où on constate un équilibre. Et voilà, c'est finalement le Conseil qui procède à la nomination. Mais pour être honnête, je n'ai jamais vu dans toute ma carrière que je suis ici, ça fait déjà 27 ans, que le Conseil a refusé une proposition venant d'un pays ou d'une autre. Alors généralement, on accepte les propositions qui ont été faites à la base nationale. Mais il y a un intérêt pour chaque État membre de faire une délégation, de créer une délégation qui garde en tête tous les intérêts à travers le pays. Raison pour laquelle il y a cette obligation pour le droit de français d'avoir toujours quelqu'un des territoires d'outre-mer au sein de la délégation. Alors, Voilà. je vous remercie. Je vais peut-être donner la parole. Du coup, je vois une main levée, la première qui s'était levée de Monsieur de Cunière. Donc, voilà, je vous donne la parole. Je pense, j'ai un souvenir dans le passé, j'ai un souvenir d'avoir pu bénéficier des locaux du comité des régions au moment où, entre différentes régions, sur un thème de développement local, nous étions plusieurs régions à vouloir monter une coopération. Et je trouvais que là, c'était vraiment tout à fait l'illustration de la coopération qui peut se faire entre différents territoires. En l'occurrence, c'était de la coopération sur du développement rural. Et justement, on trouvait tout à fait bien de pouvoir se retrouver dans des locaux techniques, pas forcément dans une grande salle, mais dans des locaux du comité des régions. Donc, je voudrais savoir si cette pratique était exceptionnelle ou si elle se renouvelle, c'est-à-dire qu'on puisse se retrouver à Bruxelles entre différentes régions européennes, italiennes, allemandes, françaises, etc., pour pouvoir monter un projet en bénéficiant aussi directement sur place de conseils techniques et d'expériences apportées par le comité des régions. Tout à fait. Le comité européen soutient ce développement. Et si vous voulez monter un projet, si vous êtes intéressé, alors envoyez-moi un message et je peux vous mettre en contact avec la commission qui s'en occupe et qui peut favoriser le rapprochement entre les régions et qui peut vous aider à réaliser le projet. C'est pour ça que nous sommes là, de servir comme une plateforme dans un intérêt commun. Très bien. Et j'aurais sur ce point juste un complément possible auquel je pense, c'est j'interviens occasionnellement pour la Fédération européenne des parcs naturels, hein, Europarc, qui a un bureau à Bruxelles et qui justement pourrait très bien utilement faire, si c'est possible techniquement, des réunions dans vos locaux pour faciliter précisément le lien entre différentes fédérations, Europarc et autres. Vous voyez, c'est un exemple là. Et comme il y a une compétence NV que j'ai lue hein, dans le document que vous avez présenté, je pense que ça serait tout à fait judicieux de faciliter ce rapprochement entre cette fédération européenne des espaces naturels et le comité des régions. Je suis tout à fait d'accord et on va faire de notre mieux pour vous en aider. Seul obstacle qu'il existe actuellement, c'est, comme vous le savez bien, le Covid. Pour l'instant, le bâtiment du Comité européen des régions n'est pas accessible pour des visiteurs ou pour des réunions, juste dans les cas exceptionnels. Mais on espère qu'avec
avec le changement de la situation sanitaire en printemps, on peut faire un pas dans la bonne direction. Mais si je vous fais, dans les conditions actuelles, des promesses, ça sera, je pense, un peu prématuré. Alors, il faut attendre pour les réunions que les conditions générales se changent. OK, merci bien. Avec plaisir. Voilà, je vais donner la parole du coup à Monsieur Biliato, qui avait la main en second. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation de cette institution qui est certainement pas très connue, mais qui est fort intéressante. Moi, j'avais juste une question. J'ai entendu dire, parce que je connais un petit peu cette institution, Très bien. que des fonds étaient possibles pour organiser justement des conférences sur l'avenir de l'Europe dans les régions. Est-ce que vous pouvez me confirmer, m'infirmer j'ai un projet actuellement sur Avignon pour faire une conférence sur l'avenir de l'Europe. Et donc, voilà, peut-être, si je sais confirmer, pouvoir solliciter cette instance-là. Qu'est-ce qu'on a soutenu dans le passé et ce qu'on fait toujours, c'est le programme qui s'appelle Citizens Dialogue, le dialogue des citoyens. Et là, on a aidé l'organisateur avec une petite somme d'argent, mais surtout avec un soutien logistique en vous connectant avec les politiciens de la région, en vous aidant sur le plan de l'organisation. Mais c'est vrai, il y a aussi un petit budget qui est prévu pour ça. Pour être honnête, je ne peux pas vous dire combien parce que ça c'est géré par mes collègues dans le domaine de la communication. Ce n'est pas immense le budget, mais sur le fond, en soi, vous avez raison. Pour le dialogue des citoyens, il y avait eu un petit budget. Ça c'est vrai. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. Je suis en contact avec des personnes au Comité européen des régions D'accord. qui vont m'aider là-dessus. Alors, Avec on va faire ça de manière institutionnelle pour parler de l'avenir de l'Europe et d'aborder certains thèmes comme la culture, par exemple, sur Avignon, qui me paraît être incontournable. C'est Et vrai. je vais certainement, ils vont pouvoir débloquer un petit budget. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur partenariat pour pouvoir faire venir des intervenants de niveau, on va dire, assez intéressant, de façon à faire venir des locaux. Parce que si on commence à faire ça entre nous, on va se retrouver à 10-15 personnes. Et Mhm. c'est pas très sain, quoi. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un peu des personnes qui connaissent le domaine, qui ne sont pas forcément du coin, mais auxquelles on va pouvoir rattacher ce que nous, on a à dire dans la région là, sur tel ou tel thème, mais avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on s'en empare et c'est assez intéressant pour moi, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est ma collègue Ginevra qui est probablement en contact avec vous et qui sait vous dire combien on peut mettre à disposition. Voilà, moi je suis en contact avec Julien de Ryder. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est du groupe de PSE et il est du l'ancien cabinet de notre président, M. Lamberts, du groupe D'accord. PSE. Très bien. Bonne chance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah voilà, je vois. Pour les personnes souhaitant le PowerPoint, excusez-moi, c'est votre commentaire. Ouais, il y a une question juste avant mon commentaire de Monsieur Vague sur les décisions, si elles se prennent selon un clivage politique ou géographique, petite, grande ville, ou plutôt sur le consensus. Il faut avoir le consensus. Alors, il faut avoir le consensus et c'est pour ça que je dis notre comité est intéressant parce que connaissant les débats au sein d'un Parlement national qui est souvent très dur en ce qui concerne le temps et en ce qui concerne une question de pouvoir, chez nous, c'est tout à fait le contraire. Si on veut réussir, il faut avoir un consensus, il faut avoir une large majorité derrière cette décision si on veut être convaincant. Et alors là, parfois, on quitte le fossé de la politique de la région. Ça dépend de la question. Par exemple, pour moi, c'était très intéressant de voir une fois comment on a traité la question de la qualité du vin et la question de savoir combien de sucre faut-il ajouter au vin. Et alors là, vous voyez, il y avait une fissure à travers de l'Europe entre les régions du nord qui produisent du vin et les régions du sud qui produisent le vin.
parce que le sud de la France était allé ensemble avec l'Espagne, avec l'Italie, la Grèce, et grâce au soleil qui brille là-bas, le vin n'a pas besoin d'un ajout de sucre tellement important que les producteurs du vin du Nord. Donc, les vignerons du nord de la France, ensemble avec les Luxembourgeois, les Autrichiens et les Allemands, étaient plutôt pour un taux de sucre élevé. En revanche, au sud, on était plutôt pour un niveau de sucre modéré. Et là, vous voyez, ça n'a eu rien à faire avec la politique. Ce n'était pas une question de gauche ou de droite, c'était une question vraiment de la région, parce que cette question-là était liée à un contexte régional et finalement au climat. Le voilà, c'est pour ça que le consensus, pour nous, c'est ça qui est important. Et c'est important d'avoir une large majorité si on veut avoir un impact dans la politique. Est-ce que ça répond à votre question? J'interprète d'avoir rallumé votre caméra. Je vais lire la prochaine question, Oui, du coup, dernière Avec arrivée plaisir. de monsieur et madame Massé. Comment intervenez-vous sur le domaine de l'énergie? Il y a plusieurs programmes de la Commission qui favorisent l'énergie renouvelable. Et là, vous voyez, il y a évidemment une certaine fissure dans l'Europe parce que certains pays considèrent que l'énergie nucléaire est le diable et d'autres prônent que l'énergie nucléaire est la solution pour avoir le respect pour le Green Deal, pour avoir un bon environnement. Là, évidemment, on essaie de trouver une solution à l'amiable qui répond à tous les intérêts. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un problème avec l'énergie du charbon, avec les régions en Pologne, en Allemagne, où l'utilisation du charbon joue encore un rôle primordial. Et alors, de l'autre côté, on veut respecter la politique de l'environnement dans le cadre du Green Deal et de réduire les émissions CO2. Alors là, il semble y avoir une contradiction entre ces deux positions. Et le voilà, on a fait un compromis du sorte qu'on a dit on souhaite avoir un phasing out pour le charbon, on souhaite soutenir les régions où le charbon joue encore un rôle, pas seulement dans le secteur d'énergie, mais aussi dans le secteur d'emploi, parce qu'il y a pas mal des emplois qui sont liés avec la production du charbon, directement ou indirectement. Mais de l'autre côté, il ne faut pas perdre de vue la politique de l'environnement et la réduction des valeurs d'émission de CO2. Et donc, c'est pour ça, grâce à ce phasing out, on a trouvé un compromis. On permet à ces régions d'avoir un financement, de créer des alternatives face à l'énergie fossile et de faire un switch, de faire un change vers des énergies renouvelables. Bon, en ce qui concerne maintenant l'énergie nucléaire, je ne suis pas encore tout à fait sûr si on arrive aussi vite d'avoir un compromis comme on a trouvé en matière du charbon, mais on y travaille. Alors, je vois peut-être rebondir sur cet élément, 90% de l'énergie est décarbonée. Voilà, de monsieur et madame Massé qui avait posé la question. Et 75% oui. nucléaire en France. Bon, voilà. Pour la précision. Là, il y a évidemment un potentiel de conflit et donc, quand M. Macron a donné la bise d'adieu à Mme Merkel tout récemment, on a dit cette bise a été un peu empoisonnée parce qu'on craint fort que la France va demander de soutenir au niveau européen la politique nucléaire. Et donc là, vous voyez, il y a un peu la fissure entre les États membres. Mais il faut qu'on trouve une solution et donc ça se fait au premier niveau entre les chefs d'État et puis les communes, les régions vont suivre. Alors, je vais redonner la parole à M. Decunière qui a relevé la main. Oui, j'en pense à une autre forme de coopération pour lesquelles je voudrais savoir si vous avez eu des interventions, des réflexions. C'est ce qui concerne en particulier les risques, la prise en compte des risques naturels. Et tout à l'heure, par exemple, vous avez mentionné le programme Interreg Maritimo.
Et il y a eu dans le passé aussi un programme qui s'appelait RISC-NAT et qui était aussi, pareil, un programme de type de coopération transrégionale. Et je voudrais savoir si, au niveau du comité des régions, il a été un peu envisagé ce que Michel Barnier, dans le passé, avait indiqué, c'est-à-dire une coopération de protection civile européenne et de meilleure coopération entre les régions dans le cas de la survenue d'une catastrophe naturelle ou aussi à titre de prévention, c'est-à-dire pas seulement les chèvres venant effectivement brouter l'herbe pour réduire le maquis méditerranéen, mais une véritable coopération de protection civile. Est-ce que ce sujet a été abordé, a été traité au niveau du comité des régions? Si, ça a été traité tout récemment lors de la dernière session plénière concernant le déluge qu'on a eu en mois de juillet et qui a ravagé certaines régions en Belgique et en Allemagne, surtout la région de la Haar. Mais il y a déjà aussi une coopération en ce qui concerne les déluges tout le long du Rhin. Il y a un éjecte entre les différentes régions qui longent le Rhin afin de créer les espaces où, en cas de déluge, l'eau peut être déviée pour éviter les grandes catastrophes dans les villes le long du Rhin, comme à Strasbourg, Cologne et autres. Et c'est pour ça qu'on a envisagé de se servir des forêts, les langues du Rhin, les Auwälder, comme les a appelées à l'époque, qui étaient très présentes dans la région d'Alsace, mais aussi au Baden-Württemberg, et où il y a les digues qu'on peut ouvrir en cas de catastrophe, en cas d'un niveau de l'eau supérieur que normal, et on peut dévier les eaux dans cet espace vert, ce qui est important pour ranimer la vie là-bas et pour éviter que les déluges ont des impacts sur les grandes villes le long du Rhin. Donc là, il y a déjà une coopération entre toutes les régions qui longent le Rhin du sud jusqu'au nord dans les Pays-Bas. Est-ce que ça répond à votre question? En partie, c'est la partie, comme je pense que c'est un bon organe de réflexion et d'échange entre les régions, je parlais tout à l'heure de coopération en matière de protection civile, c'est-à-dire d'intervention. Est-ce que, au niveau des régions, justement, il y a eu des réflexions auxquelles vous avez pu participer concernant une meilleure coopération d'intervention, y compris dans le cas des feux de forêt Oui. mais je dis bien protection civile, hein, voilà, intervention dans l'urgence. D'accord. Je reviens à ce sujet-là parce que ça, c'est tout à fait possible et je le répète, dans le cadre du GIEC. Je sais que, par exemple, les régions entre la Pologne et la Tchéquie ont une collaboration en ce qui concerne la protection civile et ils ont une brigade de pompiers qui a le droit de passer les frontières et d'intervenir de l'autre côté de la frontière en cas de besoin. Donc, ça, on peut créer, et ça, c'est possible dans le cadre légal du groupement européen de la coopération territoriale. Donc, le cadre européen, la législation européenne permet de créer une telle coopération, mais ça dépend de l'engagement région par région, qui veut coopérer avec qui et dans quelle ampleur. Ok, merci bien. Avec plaisir. Je me permets même de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que moi j'ai étudié, voilà, je fais mon Master 2 en coopération transfrontalière, et c'est vrai qu'on avait étudié voilà, ce que vous avez présenté un petit peu tout à l'heure, et encore ce que vous avez évoqué maintenant sur les GECT, l'hôpital de Serdiane, etc. Donc c'est vrai que ça a été une très bonne avancée amenée par le comité et géré, parce qu'il me semble que c'est le comité qui gère le registre ou le. Voilà, tout à fait. Oui. On gère les registres et on organise régulièrement des réunions dans le but d'améliorer le cadre légal. Donc, on fait des propositions à la Commission européenne, comment on peut renforcer le cadre pour donner encore plus de compétences aux régions et pour permettre un accès facile aux fonds structurels permettant de renforcer ce cadre. Oui, oui, tout à fait. Et si je ne me trompe pas, au niveau encore de l'intervention, il me semble voilà, qu'il y avait au niveau de la frontière franco-allemande, il me semble,
À les Strasbourg et ambulances qui pouvaient Ortenau. traverser notamment ou quelque chose comme ça. Il y a une coopération entre le Ortenau-Kreis en Allemagne et la ville de Strasbourg, par exemple en ce qui concerne la formation pour l'emploi, mais notamment en ce qui concerne la connexion au transport public. Oui. Alors, on a créé un tram qui passe la frontière et alors on a eu un budget pour la construction. Et surtout dans la région, on a fait un programme pour les jeunes, dans les crèches. On apprend aux jeunes d'un côté le français, de l'autre côté l'allemand. Parce qu'on on a reconnu que la langue ou une langue s'apprenne quand on est jeune. Et alors, le plus on avance en l'âge, on a moins de temps, on a moins d'énergie, on a moins de possibilités d'apprendre une langue. Donc, on commence déjà dans les crèches et alors on a cofinancé et soutenu dans ce cadre de coopération 300 projets permettant aux jeunes de mieux s'exprimer en allemand et en français. Et donc, ça, c'est le cadre de la coopération qui rend ça possible. Même pour faire un pas dans le cadre de la protection de l'environnement, on a créé, ou disons, les deux partenaires ont créé des gobelets, pas en plastique, mais en bambou. Et quand on se rend dans certains cafés avec ce gobelet en bambou, qui peut d'ailleurs être réutilisé à peu près 150 fois, on aura une réduction sur le café. Donc, on invite les gens de se servir de ces gobelets en bambou, pas seulement pour protéger l'environnement, mais aussi pour sauver le budget individuel. Le voilà. Vous voyez, il n'y a quasiment pas de limites pour ces cadres de coopération, sauf en ce qui concerne la coopération policière ou militaire, il y a des limites. Mais sinon, la porte est largement ouverte pour permettre de changer les conditions de la région. Et pour prendre les destins en main, il faut avoir des bonnes idées et pas forcément toujours un budget. Évidemment, si on a de l'argent, c'est encore mieux, mais déjà, le fait qu'on a son propre corps administratif permet de lancer les idées et de se rapprocher dans un intérêt commun. Voilà, et pour même rebondir sur cet aspect voilà, des bonnes idées d'un organe consultatif, pas seulement le budget, etc. Il y avait une question d'un des participants qui n'a pas pu être présent, qui voulait vous poser la question sur les différences en fait, sur les deux organes consultatifs que vous avez pu présenter pendant votre présentation, qui est le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions. Ouais, nous sommes basés sur la politique locale régionale. En revanche, les autres sont basés sur la société civile. Et je trouve qu'il y a quand même encore un aspect qui est très intéressant. Chez nous, il n'y a que les politiciens actifs, donc qui ont un rôle à jouer dans la politique locale et régionale. Pour le comité économique et social, ce n'est pas forcément une obligation d'être actif dans l'union syndicale ou dans un NGO. Ça dépend de leur organisation qui le propose. Et donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est retraité, qui est non actif, qu'il représente l'intérêt d'une NGO, malgré le fait qu'il n'est plus actif dans cette NGO. Donc, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, il faut être un politicien actif dans la politique locale et régionale. Je pense que ça aussi, ça marque un peu la différence et ça met en évidence pourquoi chez nous, on sait toujours avec qui on commence, mais on ne sait pas avec qui on va terminer le mandat parce qu'il y a tellement des élections au niveau local et régional et d'autres obstacles qui font qu'un politicien doit mettre fin à sa carrière. Je me rappelle, une fois, j'ai présenté devant un groupe de Bavarois la délégation allemande et on m'a dit non, ce politicien-là, il ne fait plus partie de la délégation, il a été mis en prison en raison de corruption. Donc, vous voyez, il y a 1000 raisons pourquoi le mandat peut se terminer. Ce n'est pas seulement la politique, c'est aussi parfois les astuces de la vie qui mettent fin à une carrière. Et ça montre aussi nos politiciens comme des êtres humains, comme tous les autres, mais ils servent dans l'intérêt de la politique locale et régionale. Donc, je vous remercie pour la réponse pour la personne qui était absente pour le coup. Donc, moi, je n'ai plus de questions de mon côté. Voilà, on réserve. Je ne sais pas si les participants ont encore
quelques interrogations. Si ce n'est pas le cas, voilà, on arrive au bout, on arrive bien dans le timing de 7h30, voilà, au bout de la réunion. Donc voilà, je vois que personne ne lève la main. Donc on va peut-être voilà, conclure la réunion. Donc je voulais encore une fois vous remercier, hein, monsieur Ullmann, pour votre présentation et toutes vos anecdotes, vos réponses. C'était très, 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 très intéressant. Et je pense que ça fera un très bon podcast audio ou une très bonne vidéo, voilà, qui pourra être transférée à tous les absents et relayée pour mieux comprendre ce qu'est le Comité européen des régions. Je tiens aussi à remercier tous les participants, voilà, qui étaient les inscrits, mais surtout ceux qui se sont réellement connectés. Voilà, il y a une bonne déperdition, mais ça aussi, c'est encore les aléas les aléas de la réunion en ligne. Voilà, donc je ne sais pas si, Monsieur Ullmann, vous avez quelques mots à... Je vous remercie de m'avoir invité et voilà, je suis désolé pour le camarade, j'ai mis ma plus belle cravate, hélas inutilement parce que je reste dans le noir, mais j'espère d'avoir réussi de faire sortir de l'ombre le Comité européen des régions et de mettre en évidence que cet organe n'a pas été créé pour rien, que ça a bien une valeur dans la politique et que ça donne une voix aux communes régions pour que eux qui sont quand même concernés par le droit communautaire ont aussi une voix au chapitre et peuvent se manifester. Merci à tous de rester fidèles jusqu'à 19h30. Voilà, pour moi, c'est maintenant mon plat qui m'attend et je vous souhaite, si vous n'avez pas encore mangé, également bon appétit et une bonne soirée. Merci. Merci. Du coup, je vais juste, dernière petite aparté avant de conclure cet événement. Voilà, plusieurs choses. Donc, comme vous avez précisé, il y avait le sommet européen des régions et des villes à Marseille voilà, début mars. Donc, voilà, je vous invite à aller sur le site du comité des régions et il me semble qu'il y a un site dédié voilà, pour ce sommet, voilà, pour vous renseigner, etc., prendre part à ce processus. Je vous remercie et je vais vous libérer. Encore merci une fois à Monsieur Ullmann et aux participants. Et bonne soirée à tous. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.